Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre. Je voudrais revenir sur les enjeux relatifs au gaz. Au gaz. Vous avez développé un certain nombre d'éléments relatifs aux problématiques qu'il y avait, notamment au regard de ce qui s'est passé par rapport à la Russie. Je partage tout à fait votre analyse au regard de l'hypocrisie qui aurait été la nôtre de continuer à importer du gaz venant de Russie par rapport à la situation liée à l'Ukraine. Du reste, nous aurions peut-être certainement dû commencer dès 2008 ou de 2014. Et que nous avons assurément manqué de clairvoyance par rapport à cela. Vous êtes un Européen convaincu, Monsieur le Ministre. Et la taxonomie est une décision de l'Europe relative au fait d'y avoir deux énergies dites entre guillemets écologiques de transition que sont le nucléaire et le gaz. Est-ce que vous mettez sur le même niveau toutes les énergies fossiles ? Est-ce que pour vous, le gaz a un élément de différenciation par rapport au charbon et par rapport au pétrole? Ensuite, vous avez dit que vous assumiez totalement la loi dite Hulot de non-exploration, de non-exploitation des ressources donc en France. Moi, je voulais que vous poussiez un petit peu dans vos retranchements par rapport à un enjeu et à un élément. Un de vos prédécesseurs a décidé d'arrêter les permis de recherche sous l'île de João de Nova parce que le canal du Mozambique est la mer du Nord ou le golfe Persique du XXIe siècle. Et du reste, Total est engagé puisque Total exploite un gisement gazier au Mozambique. Et donc la question que je voulais vous poser par rapport à cela, est-ce que pour vous, il n'aurait pas été, dans le cadre de cet élément de transition, utile de se poser une question, puisque vous nous avez dit finalement le choix que nous avons avec le gaz, c'est ou du gaz de schiste venant des États-Unis ou du gaz naturel venant de dictatures. Excusez-moi, mais je caricature, mais c'est peu ou prou cela. Et que donc, dans ce cadre-là, le fait qu'il puisse y avoir une ressource nationale qui est avérée, mais on n'est pas allé jusqu'au bout, donc on ne sait pas les quantités, les conditions d'exploitation, est-ce que ce n'aurait pas été un élément qui nous aurait permis de mieux maîtriser ce cadre de transition? Monsieur le ministre. Il y a deux parties dans votre question. Une qui est simple parce qu'elle repose sur une réponse que je peux étayer scientifiquement, l'autre qui consiste à se demander ce qui se serait passé ou ce qui pourrait se passer si on avait fait d'autres choix, sur lesquels je vais essayer d'être honnête, mais sur lesquels évidemment c'est plus compliqué. Toutes les énergies fossiles ne se valent pas. Il y a naturellement une sorte de merit order, ou en tout cas, je vais éviter d'utiliser un terme anglais, mais une hiérarchie très claire sur les dégâts et les conséquences sur l'environnement sous plusieurs aspects, hein, y compris sur des impacts de santé humaine. Le pire, c'est le charbon, ensuite c'est le pétrole, et le moins pire, c'est le gaz. Si je simplifie les choses, c'est ça le sujet. Ce qui doit d'ailleurs nous conduire, puisqu'on parle de transition, à avoir un regard sur ces types d'énergie qui doivent épouser cette réalité. La sortie du charbon est autant un impératif climatique qu'un enjeu de santé humaine, parce que c'est là-dessus qu'on a les impacts les plus forts. À l'inverse, considérer qu'on peut avoir une forme de souplesse sur le gaz a du sens. Hier, le Parlement européen a adopté un texte dont, me semble-t-il, Yannick Jadot avait été le rapporteur initial sur la question des transports urbains. J'assume qu'on ait pu dire que la date de 2030 était trop précoce pour obliger des flottes à passer à l'électrique, alors qu'il y a des collectivités qui ont investi sur le bio-GNV et qu'il y a une forme de pragmatisme à ce qu'on accompagne, à ce qu'on regarde comment l'urgence, c'est la sortie du diesel compte tenu de son impact particules fines. Ça peut être d'assumer des formes de transition, d'autant que, on va être honnête, il y a des domaines où la modestie et l'humilité doivent nous conduire à dire que nous n'avons pas trouvé des énergies de substitution dont on est encore certain qu'elles matchent. L'hydrogène, c'est une promesse, mais enfin, si ce n'est pas de l'hydrogène verte, on ne fait que prolonger la difficulté et faire du greenwashing. Est-ce que ça fonctionne pour tout ? Dans quelle mesure, dans un contexte où toutes les énergies ne seront pas disponibles de manière abondante, comment est-ce que je traite la décarbonation, par exemple, du maritime ? Et pourquoi je dis du maritime ?
C'est parce que la capacité mondiale des chantiers navals fait que si dans 5 ou dans 10 ans je décide d'une nouvelle technologie, je ne serai pas au net zéro en 2050 compte tenu du nombre de navires à changer si ce n'est pas d'abord sur une forme de rétrofit qu'on s'appuie. Donc on voit bien que derrière la question telle qu'elle est posée, on a des enjeux qui nécessitent de faire preuve d'une part d'humilité et de sortir de la posture pour entrer dans le détail. Et donc je vous dis clairement, le gaz a évidemment moins d'impact que n'en a le pétrole, qui lui-même en a moins que le charbon. Mais tout ça, j'allais dire que c'est la hiérarchie du mauvais côté. Le sujet, c'est comment on va vers des énergies renouvelables, vers des choses qu'on produit, etc. Le Mozambique, les décisions de non-exploration. Moi, j'entends tout ça. Le même argument aurait pu être utilisé pour le gaz de schiste. Il l'a d'ailleurs été, par des gens qui à une époque disaient pourquoi se priver d'une capacité à produire nous-mêmes. Et le président de la République qui fait le choix à l'époque avait pourtant un discours sur la souveraineté et sur la production nationale qui aurait pu conduire à une décision différente à la fin. Dans l'arbitrage qui est fait et qui consiste à dire le faire, ce sera y compris soutenir une forme de demande alors qu'on doit diminuer cette demande, me semble juste, et le fait de ne pas prendre le risque de jouer aux apprentis sorciers avec des écosystèmes qui sont fragiles et sur lesquels nous ne parlons plus de dérèglement climatique mais d'érosion de la biodiversité a un impact. Et je me permets d'être précis là-dessus. C'est d'autant plus grave que quand on abîme des écosystèmes, on abîme la capacité de la nature à nous aider à lutter contre ça. On sous-estime par exemple la capacité de captation de carbone qui existe au niveau des océans, le rôle que peuvent jouer les herbiers de Posidonie au bord de la Méditerranée, des écosystèmes que nous ne connaissons pas encore tous à l'échelle de la planète qui participent à des absorptions. Et donc, moi je vais vous dire, je relie cette décision à celle qui a été annoncée par le président de la République en marge du sommet de Sharm el-Sheikh sur le refus pour la France de participer à l'exploitation minière des fonds sous-marins. On est face à un sujet où, je vous le dis en toute simplicité, que l'humanité tourne le dos à des énergies qui font la richesse des uns et des autres. On comprend que ce soit compliqué parce que le poids des égoïsmes et la part sur le PIB des uns et des autres peut conduire à ce que chacun regarde le truc depuis sa fenêtre. Mais qu'on ne soit pas capable de se mettre d'accord, que sur des espaces vierges, que personne n'a commencé à exploiter, il serait de notre intérêt collectif de ne pas y toucher parce que tous les endroits qu'on a touchés ont fini par entraîner des formes de dégradation et que nous soyons aujourd'hui le seul pays à être pour le refus et qu'il n'y en ait qu'une trentaine qui aujourd'hui s'expriment en faveur d'un moratoire et qu'un pays comme la Norvège ou comme certains pays scandinaves qui sont très vocaux sur la question des engagements climatiques soient en train de délivrer les premiers permis de forage, ça peut participer à une forme de découragement dans la fonction qui est la mienne. Parce que vous dites que si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les espaces vierges, ça complique encore davantage la façon dont on va se mettre d'accord sur les process de transition.